l'invité de la matinale. KTO Radio. La GPA est une violence faite aux femmes et aux filles et doit être éradiquée sous toutes ses formes. C'est par ces mots que se conclut le rapport publié par l'ONU fin août. Une prise de position claire contre la maternité de substitution, ce qui n'empêche pas les débats en France car certains souhaiteraient la légalisation d'une GPA dite éthique. Claire Delahougue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, spécialiste des questions bioéthiques et ancienne avocate, notamment au barreau de Strasbourg. Claire Delahougue, revenons sur ce rapport publié après des mois de travail fourni par la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les violences faites aux femmes et aux filles. Quelles sont les conclusions de ce rapport ? Eh bien, pour la première fois, on a un rapport international, donc à ce niveau à l'ONU, qui demande l'éradication complète de la GPA. Il y avait déjà eu certaines personnes qui avaient tiré un signal d'alarme en disant c'est une pratique qui risque d'entraîner des violations des droits des femmes, des filles, des enfants, notamment la rapporteure spéciale sur les droits des enfants. 2018 avait dit que dans certains cas, en tout cas la GPA commerciale, pouvait constituer une vente d'enfants et être vraiment attentatoire aux droits des enfants. Mais là, pour la première fois, on a donc la rapporteuse spéciale qui dit, quelle que soit la situation, dans tous les cas, la GPA est une violation des droits de l'homme, enfin en l'occurrence des femmes, des filles et des enfants. Claire Delahougue, expliquez-nous en quoi la GPA affecte-t-elle la dignité de la personne humaine ? Alors, la GPA, c'est un contrat par lequel des commanditaires obtiennent d'une femme, la mère porteuse, qu'elle conçoive, porte et mette au monde un enfant. Donc, cet enfant est conçu et livré en exécution d'un contrat. Donc, l'enfant est l'objet d'un contrat et la femme est le moyen de satisfaire le désir. La femme, elle est traitée comme un incubateur, une machine, une couveuse améliorée. Et donc, elle est un moyen. Et ça, c'est dans tous les cas. Et par-dessus peuvent s'ajouter des conditions vraiment épouvantables d'exploitation et des violences de toutes sortes. Mais en soi, l'enfant est l'objet d'un contrat et la femme est une machine. Voilà, est réduite à un utérus. En janvier 2024, le pape François a indiqué son souhait que la communauté internationale s'engage à interdire universellement la GPA. C'est également la demande au final de l'ONU ? Oui, tout à fait. Et c'est l'ONU pas encore de façon générale, puisque la rapporteuse spéciale va présenter son rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois d'octobre. Donc, ce n'est pas encore mis en œuvre. Voilà, mais c'est une étape essentielle, indispensable. Et je vous dis, c'est la première fois. Et elle explique très bien dans son rapport toutes les violations qu'il peut y avoir. Et elle fait le lien, et c'est la première fois à ce niveau-là, avec l'esclavage, la traite, etc. Parce que l'enfant, il est l'objet du contrat. Ça veut dire qu'on exerce sur lui les attributs du droit de propriété. Et ça, c'est la définition de l'esclavage. La Convention contre l'esclavage de 1926 définit l'esclavage comme la condition d'une personne sur laquelle s'exercent les attributs du droit de propriété. Donc les attributs du droit de propriété, c'est l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le fait de pouvoir utiliser. Le fructus, c'est le fruit, de profiter des fruits. Et l'abusus, c'est le fait de pouvoir disposer. Donc, donner, vendre, etc. Donc, quand vous avez une propriété, un bien, par exemple, mais vous pouvez l'utiliser. Si c'est une maison, vous pouvez habiter dedans. Vous pouvez aussi la louer et récolter les loyers, ou vous pouvez la vendre ou la transmettre dans les formes que vous voulez. Et ça, ce sont les attributs du droit de propriété. Et dans la GPA, on les exerce sur l'enfant et sur la femme également, puisqu'on l'utilise. Et on l'utilise. Certains voudraient nous présenter ça comme une prestation de service, une sorte de travail. Mais un travail qui marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 9 mois, et avec des atteintes à la liberté, même quand c'est une GPA soi-disant éthique, encadrée et légale. Allô ?
Oui, on va revenir d'ailleurs, Claire Delahoucque, sur la GPA dite éthique, mais pour bien comprendre l'ampleur du phénomène de la gestation pour autrui, le rapport dit que la pratique de la GPA est en augmentation dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un marché extrêmement lucratif. C'est assez extraordinaire. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question en 2012, le premier rapport que nous avions présenté au Parlement européen et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'était en 2012. On n'avait pas encore vraiment de chiffres, mais les premiers chiffres qu'on a eus dans les premières années, c'était de l'ordre de un marché de 6 milliards de dollars par an. La rapporteuse spéciale parle de 15 milliards en 2023, mais avec une augmentation phénoménale. Là, on serait plutôt dans les 20, voire 25, déjà 2 ans après le chiffre qu'elle donne. Et on envisage quasi du 100 milliards 100 de milliards, dollars pour 2033. C'est ce qu'elle met dans son rapport. Donc, c'est un marché extrêmement juteux. Il y a il y a quand même aussi une augmentation des difficultés pour un certain nombre de couples de concevoir. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème est aussi cette idée du droit à l'enfant qui s'impose, que beaucoup revendiquent en tout cas. Et donc, j'ai droit d'avoir un enfant, ça fait partie de mon épanouissement et tous les moyens sont bons. Donc tant pis si c'est l'exploitation des femmes, tant pis si c'est la marchandisation des enfants. Voilà, il faut pouvoir avoir un enfant par tous les moyens. Et après, on nous parle aussi bien d'égalité, de discrimination, etc., ce qui n'a absolument aucun sens. On n'a pas le droit d'avoir un enfant, on a le droit de fonder une famille et de souhaiter et d'essayer de faire ce qu'on peut pour avoir un enfant, d'avoir le soutien de la médecine pour cela. Évidemment, on comprend très bien la souffrance de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la femme et l'enfant ne sont pas là pour satisfaire le désir, même si ce désir peut être par ailleurs tout à fait légitime, de couple, et ils ne sont pas là pour réparer une souffrance qui est... Pardon, oui. En France, la GPA est explicitement interdite par la loi en 1900. Ça s'est passé en 1994. Oui. Pourtant, cette interdiction, elle n'empêche pas dans les mairies la transcription du lien de filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Il y a une forme d'incohérence aujourd'hui ? Alors, c'est tout à fait incohérent. Mais alors, en France, la loi de bioéthique de 1994 dit que les conventions de gestation pour le compte d'autrui sont nulles. Donc, ça veut dire que si vous avez passé un contrat comme ça avec quelqu'un, vous ne pouvez pas en obtenir l'exécution forcée devant un tribunal. Et il y a aussi le délit d'entremise entre des personnes qui voudraient... avoir recours à cette pratique. Donc en France, c'est interdit, on ne peut pas y avoir recours en France, mais un certain nombre de gens vont à l'étranger et obtiennent un enfant par GPA, dont l'un des membres du couple est généralement en général l'homme est le père génétique, ou quand il s'agit de 2 hommes, un des deux est père génétique. Et là, ils obtiennent la transcription, effectivement, mais l'un étant le père génétique, c'est même exigé par la Cour européenne des droits de l'homme que cet enfant puisse avoir ce lien de filiation établi et donc transcrit. L'autre membre du couple, la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'un lien par l'adoption suffit. Et pendant longtemps, les Français qui avaient recours à une GPA, à la gestation par autrui à l'étranger, demandait la transcription, mais ça pouvait être un petit peu aléatoire, justement, ça dépendait des mairies et du procureur de la République de l'endroit où il se trouvait et des tribunaux de l'endroit où il se trouvait. En tout cas, pour la transcription du lien de filiation à l'égard du second parent. Et ça a évolué, évolué aujourd'hui, oui. Parce qu'en fait, ils ont eu recours à une autre méthode qui était la demande d'exéquatur. Alors l'exéquatur, c'est une procédure judiciaire qui consiste, quand on a une décision judiciaire étrangère, donc là il faut une décision judiciaire, pas juste un acte d'état civil, mais une décision d'un tribunal étranger, on vient en France et on demande la reconnaissance en France de cette décision étrangère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et normalement, on accepte en France de transcrire la décision à condition qu'elle respecte un minimum
de règles, en particulier d'ordre public, dont fait partie, bien entendu, la dignité humaine. Or, la Cour de cassation, l'année dernière, a accepté, fin 2024, a accepté d'accorder l'exéquatur à des décisions étrangères de gestation par autrui. Alors, elle ne l'a pas accepté systématiquement, elle l'a accepté dans le cas où la décision étrangère disait bien que le consentement de la mère avait été... qu'on s'était assuré du consentement de la mère, etc. Mais enfin, depuis quand le consentement d'une personne... si je suis esclave, est-ce que le fait que je sois consentant à être esclave justifie l'esclavage? Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Claire Delahougue, le débat a été relancé en France fin août par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal en vue d'une possible GPA dite éthique. Quels sont les arguments d'une GPA éthique et que leur répondez-vous ? Alors, l'argument va être de dire il faut encadrer, justement, ça évite des dérives, de l'exploitation, les situations épouvantables de ferme à bébés auxquelles on a pu assister, qui existent encore dans certains pays, où les femmes sont enfermées pendant 9 mois, coupées de leur famille, leur emploi du temps est surveillé à la minute près, elles n'ont le droit de rien faire. C'est vraiment un esclavage, mais manifeste, disons. Donc, pour éviter ce genre de dérive, on va encadrer. Mais c'est complètement illusoire d'encadrer. D'abord, comme je vous l'ai dit, cette pratique est en elle-même attentatoire à la dignité, puisque la femme et l'enfant sont considérés comme des objets, l'objet d'un contrat et la machine pour fabriquer l'enfant. Donc déjà, en soi, ce n'est pas possible. Et puis ensuite, quand vous voyez les endroits où la GPA, la gestation par autrui, soi-disant altruiste, non commerciale, éthique, il y a toutes sortes d'appellations, il y a effectivement des règles. Alors la première chose, c'est que dans ce cas, c'est quand elle est non commerciale. Regardez en Angleterre, par exemple, il y a des conditions et c'est non commercial. Mais la mère peut être défrayée. Et en pratique, la somme versée à la mère équivaut finalement à une rémunération. À supposer qu'il n'y ait pas, d'ailleurs, une GPA éthique en Grande-Bretagne coûtait beaucoup plus cher qu'une GPA commerciale en Europe de l'Est, et je ne parle pas si c'était en Asie. Donc voilà. Ensuite, à supposer que la mère ne soit effectivement pas payée, les cliniques, les agences, les avocats, tous les intermédiaires, eux, ils sont payés et grassement payés. Vous avez vu les montants du marché de la GPA. Vous pensez bien que c'est pas la mère qui touche ça. La mère, elle touche entre 10 et 25% de la somme totale. Et tout le reste, ça part pour tous les intermédiaires, les cliniques, etc. Donc si vous faites une GPA dite non commerciale, tout le monde sera rémunéré, sauf la mère. Alors, je ne vois pas très bien en quoi c'est plus satisfaisant. En quoi il serait éthique, et on verra en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les prochaines années, si les États européens en tout cas se saisissent de ce rapport et du travail de l'ONU. Il faut qu'on s'arrête ici. Claire Delahougue, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et vos éclairages sur les questions autour de la gestation pour autrui. Bonne matinée. Merci à vous aussi.